Première interview de la petite sœur au grand frère. Bonjour Rachid Arab, comment vas-tu? Bonjour Samia Arabe, vous allez bien? Alors justement, première question, c'est pas une question piège, mais en termes de journalisme, quels sont les codes? On vous voit systématiquement une personne, même si on la connaît personnellement? Oui, alors à la télévision, c'est vrai que c'est le code qui est resté, qui est que on vous voit même les journalistes Les qu'on lance confrères. sur le terrain, on vous voit les invités. C'est un code qui vaut ce qu'il vaut. Mais si vous voulez qu'on se tutoie, Non, mais comme on se connaît un petit peu quand même, ouais, je pense ouais. que les internautes le savent, et ceux Comment qui va ont votre douté. maman? Pardon? Comment va votre maman? Ah, et la vôtre? Très, très bien. Non, je disais, il sera compliqué pour moi de te vous voyez. Donc, Ah non, non, tutoiement. Merci, Rachid. Première question en ce jeudi 11 juin. Euh, Comment va Rachid Arabe et comment s'est passé le confinement? le confinement a été très, très, très actif. Parce que dès le début, puisqu'on travaille sur le projet Plume, comme tu le sais, depuis plus d'un an maintenant de façon active, dès le début, on a eu la bonne idée de se dire, plutôt que de se croiser les bras, on va travailler à distance. Et en fait, toutes les réunions que je faisais avec Pascal Joseph, Guillaume Pfister et toute l'équipe dont tu fais partie, on les a faites par visioconférence et on s'est rendu compte que c'était très efficace. D'autant plus que ça nous a permis de lancer le projet de façon préfigurée, justement en période de confinement, en proposant à des artistes qui étaient confinés et isolés de chanter à distance. Donc j'ai eu un confinement extrêmement actif, extrêmement productif aussi, et finalement assez heureux. Et je dois dire que j'ai un peu de mal aujourd'hui à ressortir du confinement. Je crois qu'on est tous un peu pareils. Pour les personnes qui se posaient la question à laquelle tu avais répondu déjà dans un premier livre qui était paru il y a 5 ans de ça, pourquoi on ne vous voit plus? Là, les internautes t'ont revu, entre autres, tu as fait voilà, un peu de publicité au passage. Les internautes ont eu l'occasion de te découvrir ou de te redécouvrir. Donc, Rachid Arabe n'avait pas disparu, c'est que simplement sa carrière professionnelle évolue. Oui, c'est-à-dire que j'avais été nommé, comme tu le sais, en 2007 au CSA. C'était un mandat de 6 ans pendant lequel, par définition, je ne pouvais plus faire de télévision puisque j'étais membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et ensuite, il y avait un délai de 3 ans pendant lequel, pour éviter les conflits d'intérêts, puisque j'avais réglementé et régulé les chaînes de télévision françaises, je ne pouvais pas travailler sur l'une de ces chaînes. Donc pendant 3 ans, je n'ai pas pu le faire ni officiellement ni officieusement. Et c'est une période qui m'a servi à réfléchir sur ma carrière, à réfléchir sur l'avenir. Et puis j'ai fait une petite tentative de revenir dans le circuit de l'audiovisuel sur CNews et puis sur une autre chaîne dont j'ai oublié le nom. Euh, mais ça ne m'a pas convaincu et j'ai trouvé que le milieu de l'audiovisuel avait, soit c'est lui qui a beaucoup changé, soit c'est moi qui ai beaucoup changé. Mais quand on ne se sent pas à l'aise, ben, il vaut mieux tirer l'échelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma propre, pas ma propre chaîne de télévision pour l'instant, mais mon propre média pour essayer non pas de faire passer ma voix, mais de faire passer celle des autres, puisque c'est toujours ce que j'ai fait dans le métier que j'ai adoré faire pendant plus de 35 ans. Oui, d'ailleurs, tu évoquais le nom de Plume il y a quelques minutes. C'est un acronyme, tu nous diras à quoi ça correspond. C'est un projet que tu portes depuis plusieurs années. C'est pas quelque chose qui s'est décidé là, entre quatre murs pendant le confinement. En sortant du CSA, j'avais un rêve fou qui était la création d'un Arte franco-algérien, donc sur le modèle de l'Arte franco-allemand. J'y ai travaillé pendant un an tout seul, avec mes petits bras, mes petits moyens et puis ma grande conviction. Mais je me suis vite rendu compte que Arte est une chaîne de télévision binationale qui est née d'un accord entre deux États, un accord officiel, et que malheureusement, on ne peut pas reproduire cela pour la France et l'Algérie pour des tas de raisons qui seraient trop longues à résumer ici. Et donc c'est pour ça que depuis un an, avec l'arrivée de Pascal Joseph auprès de moi, Pascal qui a été longtemps dirigeant de TF1 et de France Télévisions, on a réfléchi, on s'est dit que peut-être la bonne façon de commencer, c'était par une plateforme numérique qui est devenue Plume. Plume, c'est l'acronyme de Plateforme Union Média Méditerranée. C'est un nom de code pour l'instant. On pourrait dire que vous avez, depuis une année quand même, vous avez essuyé quelques plâtres dans un contexte économique compliqué.
Ça aurait pu te dissuader d'arrêter ce projet? Oui, c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, depuis un an, je m'y consacre à 97%, donc je ne fais rien d'autre. Donc, tu imagines bien qu'effectivement, ça nécessite des investissements personnels et financiers qui sont pas tout à fait du niveau que je peux faire. Non, j'ai jamais voulu y renoncer, même dans les moments très très difficiles, mais j'ai été soutenu et tu fais partie des très nombreuses personnes, toi et tes amis et nos amis qui m'ont aidé dans les moments vraiment difficiles. On en a traversé un il y a pas longtemps, juste avant le confinement et pendant le confinement, où effectivement, comme je me consacrais quasi exclusivement à ce projet, j'avais pas le temps de faire autre chose. Et donc, ça a été compliqué. Mais j'ai jamais voulu y renoncer parce que je me dis que les bonnes idées ne meurent jamais et que c'est l'idée de départ qui était un Arte, qui aujourd'hui est une plateforme, bah, c'est une idée qui évolue avec le temps aussi. L'autre raison pour laquelle je pense que c'est la plateforme qui doit nous lancer, c'est que on a fait des études de marché aussi parce qu'on a été très sérieux là-dessus et on se rend compte qu'en Algérie comme en France, l'usage de la télévision change beaucoup et que de plus en plus, les jeunes générations sont plutôt sur les médias sociaux ou les réseaux numériques et qu'on s'est dit que plutôt que de faire une chaîne de vieux, on allait essayer de faire une chaîne avec des jeunes pour les jeunes. L'idée, c'est d'être vu. Et justement, la passerelle, c'est aujourd'hui entre la France et l'Algérie, mais l'idée, c'est d'étendre la couverture à non seulement cette population, cette communauté qu'on appellerait par extension maghrébine, mais l'idée, c'est d'aujourd'hui de commencer avec tes deux pays de cœur, d'attache, mais d'élargir effectivement au Maghreb et à tous les représentants d'Afrique du Nord, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Oui, oui, absolument. Et bon, d'abord, on se refait pas. C'est vrai que moi, je suis né en Algérie et je vis en France, donc j'ai un axe de vie, j'ai une colonne vertébrale qui est celle que tu connais. Mais c'est vrai que on a voulu très vite démarrer sur cet axe-là en se disant que pour que ça fonctionne bien, il fallait qu'on fonctionne, on travaille également avec le Maroc et la Tunisie notamment. Et ça, on commence à le faire. Mais pour montrer qu'il y avait une capacité de faire quelque chose, il fallait, c'était mécanique pour moi, hein, il fallait montrer qu'on pouvait déjà commencer à échanger entre deux pays. Échanger à plus, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais on va y arriver. L'expérience qu'on est en train d'acquérir nous permet de penser qu'on va aller très très vite vers un élargissement. Et puis même, c'est un concept qu'on a développé entre nous. En fait, c'est même pas une question d'un, deux ou trois pays ou quatre. On a même inventé le concept de troisième pays. Il y a la France, il y a l'Algérie, il y a la France, le Maghreb, et puis il y a quelque part au-dessus quelque chose qui, avec une énorme communauté, qui, comme tu le disais, même au-delà de la Méditerranée, peut se trouver au Canada, aux États-Unis, en Russie, et que donc cette communauté-là, ben, il faut essayer de s'adresser à elle. Mais c'est une seule et même communauté, en fait, et c'est l'avantage. Moi, je n'aime pas tellement les réseaux sociaux parce que j'ai vécu quelques mésaventures sur Twitter à une époque et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait mon type de beauté. Mais ce qu'on essaye de monter, justement, c'est un vrai réseau social. Et peut-être que Plume sera le premier vrai réseau social, c'est-à-dire sur lequel on pourra échanger sans forcément s'invectiver et s'insulter. Alors justement, on pourrait dire une nouvelle plateforme numérique, une de plus, dans ces temps où il y a eu beaucoup de communication, d'échanges grâce aux réseaux sociaux, alors qu'on était tous confinés les uns les autres chez nous. Euh, Quelle est la spécificité de Plume? Quelle est sa ligne éditoriale? Est-ce qu'elle s'est donné un cahier des charges? Et en quoi elle peut être éventuellement, cette plateforme peut être différente des offres qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ben justement, le fait de ma carrière de journaliste, mais aussi de celle de Pascal Joseph ou de Guillaume Fister, qui m'a rejoint et qui lui vient plutôt du monde numérique, il a longtemps travaillé chez Deezer, hein, c'est que nous avons une ligne éditoriale, contrairement à beaucoup de réseaux sociaux qui n'ont pas de ligne éditoriale, où c'est un grand déversoir, où tout le monde vient dire tout et n'importe quoi. Et le journaliste que je reste quand même dans mon esprit, dans ma façon d'être, fait en sorte qu'avoir une ligne éditoriale, c'est d'essayer, non pas de dire on parle de ça ou on ne parle pas d'autre chose, mais c'est de dire on peut parler de tout, mais on le fait dans un respect, dans de la tolérance, dans de l'acceptation et dans de l'échange. La ligne éditoriale, c'est ça, c'est beaucoup de bienveillance, mais c'est aussi faire en sorte que
l'ancien journaliste et l'ancien membre du CSA que je suis aussi, qui est respectueux des codes de déontologie, fasse que sur Plume, on ne dise pas tout et n'importe quoi, et qui est ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, c'est les échanges culturels entre la France et le Maghreb, entre le Maghreb et la France. C'est de partager tout ce qu'on a en commun, et on a beaucoup, beaucoup de choses en commun, en matière de cinéma, de théâtre, de musique et beaucoup d'autres domaines. Échangeons déjà tout ce qu'on a en commun, et puis peut-être qu'un jour, ça nous permettra de mieux voir ce qui nous différencie véritablement. Et on se rendra compte qu'on a plus de choses en commun que de choses qui nous différencient. Question avant d'arriver à l'hommage qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai vu sur les réseaux sociaux des questions concernant justement la ligne éditoriale de Plume. Est-ce qu'il y aura des journaux télévisés, par exemple? Beaucoup s'attendent à ce qu'un nouveau média tel que Plume, qui soit une passerelle entre la France et l'Algérie, soit le reflet, par exemple, de la société franco-algérienne, de ce qui se passe. On connaît les mouvements, les situations, par exemple, en Algérie. Est-ce que Plume va se porter comme va parler de l'actualité franco-algérienne, ou c'est pas du tout dans sa ligne éditoriale aujourd'hui, en tout cas? Faire de l'information, c'est tout d'abord la chose la plus chère au monde. Je le sais, hein, j'ai vécu dans des chaînes des chaînes traditionnelles comme France 2, mais aussi j'ai travaillé sur des chaînes comme CNews, qui étaient des chaînes d'information dites en continu. Moi, je n'y crois pas à ce modèle-là. Enfin, je n'y crois pas. Il fonctionne, mais je pense que c'est plus une source de problèmes qu'une source de solutions. Et que ce que j'ai appris de 35 ans de journalisme, c'est que l'actualité n'est jamais manichéenne. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Et malheureusement, aujourd'hui, la tendance de tous les médias qui font de l'information, c'est de ne faire que du tout blanc ou du tout noir. Moi, je n'ai pas envie de ça. Et puis, par ailleurs, l'information en tant que telle est certainement ce qui coûte le plus cher à produire. Et c'est ce qui est le plus difficile à maîtriser. Moi, je l'ai vécu. J'ai été présentateur de journaux télévisés, comme tu le sais. J'ai été rédacteur en chef. J'ai occupé toutes les fonctions à France Télévisions. Et puis, quand j'ai été au CSA, je me suis beaucoup occupé des questions de déontologie. Et je me suis rendu compte que de plus en plus, il y a un glissement entre l'information et la communication. J'ai vécu une période qui s'appelait Antenne 2 notamment, où je pense qu'on maîtrisait à peu près la façon de produire de l'information. J'ai l'impression que ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pas j'ai l'impression, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et notamment l'irruption des réseaux sociaux, avec tous les bons et les mauvais côtés, fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup du mal à trier les informations. Et trier les informations, c'est un travail en soi, mais ce n'est pas la mission première de Plume. La mission première de Plume, c'est de mettre en évidence tout ce que nous avons en commun. Je le redis, ce sont des échanges culturels, ce qui n'empêche absolument pas, nous avons des chroniques, des rubriques dans lesquelles des jeunes interviennent régulièrement, ça s'appelle l'ABES, c'est des gens qui parlent de leur vie, etc. Mais on a une ligne qui essaie d'éviter de parler de politique, tout simplement parce qu'on n'est pas une chaîne, contrairement à beaucoup de chaînes qui ont des lignes éditoriales très politiques. Moi, je n'ai pas de ligne éditoriale politique. Tout simplement parce que la situation, mais c'est valable en France comme en Algérie, aujourd'hui, faire une chaîne d'information, c'est prendre le risque d'être accusé tout le temps, soit de favoriser un camp, soit d'être membre de l'autre. Donc, mais c'est peut-être mon évolution personnelle et mon observation du milieu de l'information qui fait qu'aujourd'hui, à titre personnel, moi, je continue de m'informer en regardant la télévision, en écoutant la radio, en lisant des sites internet. Mais je me rends compte que pour avoir de l'information, il faut être assez ouvert et à regarder le plus possible, à droite, à gauche. Et Plume va faire à sa façon, c'est un média au sens premier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui transmet, mais ça ne sera pas une chaîne d'information. Pour une raison toute simple, hein, c'est que je ne crois pas qu'on puisse, dans les circonstances actuelles, je ne connais pas aujourd'hui, moi, quel que soit le pays, de chaînes d'information qui soient complètement objectives. L'objectivité n'existe pas. Et je pense que dans les circonstances qu'on traverse, il vaut mieux ne pas prendre le risque de dire ou de prétendre, comme un certain nombre de gens, faire de l'information en continu et de façon objective et équilibrée. Donc moi, j'ai fait le choix, mais c'est peut-être aussi le choix de ma génération, de me dire, partageons déjà tout ce qui fonctionne. Et puis, faisons en sorte déjà
que tous les liens qu'il y a entre le Maghreb et la France se voient. C'est ça l'ADN de Plume, c'est la visibilité de tout ce qui se fait. Et puis je pense qu'on est tous un peu fatigués aussi de l'image très négative qui est véhiculée par l'ensemble des médias, d'une façon volontaire ou pas. Chaque fois qu'on parle d'Algérie, c'est pour parler de conflits, pour parler de crise, de polémiques. Moi, j'essaye, chaque fois qu'on va en parler, de parler de choses qui fonctionnent. C'est pas pour repeindre tout en rose, mais c'est pour dire il y a plein de gens qui vivent, qui font des choses au quotidien, qui échangent, qui pensent des choses différentes, mais qui échangent. Dans cette période de confinement, on a perdu en quelques jours d'intervalle pour moi, deux dignes ambassadeurs de cette communauté, de ce troisième pays, qui sont Idir et Guy Bedos. Je veux bien que tu me dises un mot sur l'un et l'autre que tu as côtoyé et bien connu d'ailleurs. Alors, j'ai beaucoup plus connu Hamid que Guy, mais c'est vrai que Guy, on a une histoire personnelle qui s'est interrompue, mais qui était partie d'un truc tout bête, c'est qu'on s'était rencontrés 2-3 fois, je l'avais eu comme invité dans le journal de 13 heures, absolument, et j'avais d'ailleurs commis une belle bêtise, parce que quand je faisais le journal de 13 heures, on est très pressé quand on fait le journal de 13 heures, donc on arrive au maquillage 2 minutes avant, on n'a à peine le temps de saluer les invités et qu'on fonce dans le studio. Et comme j'étais très pressé, j'ai dit à Guy Bedos, bonjour, et je dis, je vous laisse vous faire maquiller. Et il m'a dit, mais je suis maquillé. Donc, c'était pas comment ça a commencé. Et ensuite, on a échangé, et puis on a fait une émission qui s'appelle La Route, qui était une émission qui passait sur Canal+, sur la chaîne Jimmy. Émission que je vais d'ailleurs remettre en ligne là, avec l'aimable autorisation de Canal+. Je vais la mettre en ligne sur Plume dans quelques heures ou quelques jours. Et donc, on avait fait cette émission où, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochaient. Déjà, on est nés tous les deux le 15 juin, alors pas la même année, mais on est nés tous les deux en Algérie. Et puis, cette émission qu'on verra sur Plume en grande partie nous a rapprochés. Et après ça, pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois, tous les samedis, vers 13h15 à peu près, il savait que je ne faisais pas de journal, donc j'étais disponible. Il m'appelait et puis au téléphone et on échangeait pendant des fois 3/4 d'heure, 1 heure. On parlait des choses de la vie et puis voilà. Et puis un jour, peut-être que Guy a eu d'autres occupations et qu'on a moins pu se parler. Donc on s'est revus et tu as participé une fois au moins à nos croisements à ces spectacles. Donc c'est Maghreb des livres aussi pour la dernière fois. Exactement. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, tout simplement parce que je pense qu'il est, comme beaucoup d'autres, à l'image de ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que malgré les différences, les positionnements pas forcément communs, il était d'une certaine façon enfant de rapatrié. Moi, je ne suis pas un enfant de rapatrié, je suis un enfant d'Algérien, mais on s'est retrouvés sur beaucoup de choses. Et voilà. Et par ailleurs, sur le plan strictement humain, je trouve que ce type avait une gentillesse dans les yeux qu'on ne voyait pas souvent, pas suffisamment. On voyait toujours le Guy qui sortait les dents, qui mordait tout le monde. Mais moi, je cherche toujours, chez les artistes que j'aime, et tu sais que c'est le cas pour notre ami Laurent Gérard aussi, je cherche aussi toujours, non pas ce qu'ils donnent sur scène, mais sur ce qu'ils sont véritablement. J'ai l'impression souvent de mieux les connaître comme ça. Et donc Guy fait partie des gens pour lesquels j'ai plus que de l'estime, de l'amitié. Je partage des choses avec lui, en fait. Voilà, si je devais dire, c'est vraiment une sorte de partage de tout le temps. Et l'émission La Route, vraiment, était très, je ne sais pas si tu l'as revue, mais elle était très significative pour ça. C'est-à-dire que quand on se parle, on est d'accord sur tout. Il va nous manquer d'ailleurs, on imagine, enfin, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui la place reste vacante. Il y a un autre grand monsieur qui va nous manquer aussi, pardon de la transition, c'est Idir, parce que moi, Hamid, c'est vrai que j'ai du mal à l'appeler Idir, parce que Idir c'était l'artiste, et Hamid c'était l'homme privé, celui qu'on a eu l'occasion, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs grâce à toi de rencontrer. Donc tu as voulu lui rendre hommage, parce que demain, ça fera tout juste 40 jours que Hamid nous a quittés. Il y a une valeur symbolique forte
sans être forcément croyante, mais c'est des choses que dans nos traditions, dans nos rituels, quelque chose qu'on porte de la pierre tombale, en tout cas de marquer le 40e jour de la disparition. Et donc, tu as voulu, à ta manière, avec ton équipe, rendre hommage à Hamid à l'occasion du 40e jour de sa disparition. Oui, parce que j'ai pris sa disparition comme un coup sur la tête alors que tu m'avais alerté sur son état de santé depuis un long moment et que l'avant-veille, je crois que c'est toi qui m'avais alerté sur le fait qu'il avait été de nouveau hospitalisé. Et donc, je savais que les choses étaient malheureusement en mauvaise passe. Mais malgré tout, quand je l'ai entendu, c'était un samedi matin, je crois, ou un dimanche matin. Enfin, et j'ai une petite particularité, je ne dors pas beaucoup et j'écoute beaucoup la radio. Et surtout au petit matin, j'écoute dans mes oreillettes la chaîne 3 en Algérie pour avoir des informations, de savoir ce qui se passe là-bas. Et quand vers 6h05, 6h10, dans mon demi-sommeil, j'ai entendu une chanson de Hamid, je me suis dit, ça y est. Et là, donc, je me suis réveillé complètement et j'ai regardé les sites d'information et j'ai vu que malheureusement l'information était vraie. Et j'ai eu un très mauvais moment, pardon de parler de moi alors qu'on parle d'un homme qui venait de nous quitter. Mais je me suis retrouvé tout seul de 6h à 9h du matin en pleurant comme un gamin. Euh, et, euh, et la seule chose qui m'a un peu réconforté, c'était de me dire que je pouvais faire quelque chose pour lui. Et c'est donc là tout de suite qu'est née l'idée de lui faire un hommage. Et en moins de 48 heures, le lundi, l'équipe de Plume était à pied d'œuvre. On a commencé, et tu y as participé, à prendre contact avec des artistes. Le premier, ça a été Maxime Le Forestier, qui nous a même pas dit oui. C'est que dès qu'on l'a appelé, il était là. Et en plus, on voulait que ce soit Maxime qui soit un peu le maître d'œuvre de tout ça. Et dans la foulée, voilà, on a composé un hommage avec des grands chanteurs qui ont participé à des duos avec Hamid. Il y a notamment Francis Cabrel, donc, et ça, c'est un vrai exploit parce que Francis est un grand sauvage qui ne sort pas beaucoup, qui ne se montre pas et qui a lui aussi tout de suite accepté de chanter. Il y a Souad Massi qui a dit oui également tout de suite. Et puis ensuite, on a composé avec des personnages un peu différents. On a voulu que ce ne soit pas juste une certaine génération qui lui rende hommage, mais on a fait appel alors à des gens très connus comme Taous Al-Hab, qui n'est pas de notre famille, je le dis à chaque fois, parce que les gens vont croire sinon que je place ma sœur, ma cousine C'est pas complètement faux. et mon frère. On a fait appel à Amel Zen, qui est une jeune chanteuse algérienne très talentueuse. On a fait appel à l'Algerino, qui est un jeune chanteur algérien qui vit à Marseille et qui a beaucoup de succès. Et un autre qui s'appelle Shemsou Friklein, qui est lui aussi en Algérie. Et tous ont dit oui assez vite. Et il a fallu donc composer avec Safi Boutella, composer une nouvelle partition pour une répartition des tâches entre les uns et les autres. Et le tout étant filmé par quelqu'un que tu connais qui s'appelle Amar Arab. Donc c'est une entreprise familiale effectivement. Et donc le résultat sera effectivement visible à partir de vendredi pour le 40e jour suivant le décès. Ce qui est effectivement un choix qu'on a fait de s'adosser à un moment bien précis, puisque les 40e jours représentent en quelque sorte là, un peu la fin du deuil familial. Et qu'on a voulu respecter ce temps-là. Et puis surtout, on a voulu, à travers cette chanson, rendre hommage au personnage. Parce qu'en fait, c'est un hommage à Edir. On aurait pu mettre des images d'Edir. Tout le monde l'a fait en mettant des images, des chansons, etc. Tout le monde peut le faire, tout le monde l'écoute. Moi, je continue de l'écouter. Mais j'ai trouvé que la forme d'élévation qu'on a essayé de donner à cette vidéo, c'était qu'il soit présent tout le temps alors qu'il n'est pas là. Et c'est ça qui est fort dedans. On le voit pas, hein. On n'a pas mis de photos, on a hésité longtemps. Mais en fait, chacun d'entre eux le représente un peu. Et notamment à la fin, mais puisque toi, tu as eu la chance de voir la vidéo, où il y a un salut collectif très émouvant. J'en dis pas plus pour que les gens regardent vraiment la vidéo et partagent cette émotion. C'est pas pour faire du suspense, mais c'est simplement parce que je pense qu'il faut laisser les gens partager l'émotion que moi j'ai à chaque fois que je vois la vidéo. Et le tout, pour oublier personne, c'est
rehaussé par la présence d'une chorale qui s'appelle Icosium, qui est une chorale qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Mohamed Mehnek. C'est une chorale de jeunes. Ils sont une cinquantaine. Il y en a à Alger, en Kabylie, à Constantine, à Cherchell. Il y en a en France, il y en a au Canada. Et tous ces jeunes chanteurs-là font aussi les chœurs à leur façon. Et donc, Idir est présent partout. Et c'est pour ça d'ailleurs que de façon subliminale, quand on écoutera la chanson, j'ai fait changer un mot de la chanson. Et à un moment, on chante pas Tizi Ouzou, mais Tizi Idir. Et toi, tu sais la signification de Tizi, c'est le col. Et donc, j'estime que d'une certaine façon, Idir, Hamid, il est au sommet. Il restera. Tu disais justement, dans le message, dans la vidéo qu'on découvrira vendredi matin, il y a cette présence qui est un message d'universalité tel que le portait Hamid. Hein. On se rappellera, on se souviendra, on réécoutera encore ses albums tels que La Flance des couleurs. Il a innové, ça pouvait même être un peu déstabilisant pour les gens traditionnellement qui connaissaient Idir, le chanteur kabyle. Il a eu le courage, le culot peut-être des fois d'aller créer comme ça des duos qu'on aurait pu imaginer improbables. Et pourtant, tout semble naturel. Quand on entend aujourd'hui, notamment l'album où il y a Aznavour, Bruel, Cabrel, il avait chanté également avec Alan Stivell, je me demande s'il n'a pas chanté avec Lavilliers également, que tous les duos qu'il a fait, ils sont naturels. C'est-à-dire que, et sa grande force, c'est qu'en fait, il n'a pas fait des duos avec des gens qui venaient apporter leurs chansons simplement. Quand il chante la corrida avec Cabrel, c'est pas simplement la transcription, c'est la mise en valeur de la chanson de Cabrel, mais c'est en lui apportant cette note universelle qu'effectivement porte les paroles kabyles notamment, porte la poésie. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, je suis le premier à dire aujourd'hui que, alors c'est parce que Hamid nous était proche, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je me rends véritablement compte de son universalité. Et quand je le dis, je pèse mes mots parce qu'on dit souvent ça à la mort d'artistes en disant vraiment, mais je me rends compte, quand je te l'ai partagé, quand je vois qu'il y a dans une université américaine une anthropologue qui a vécu quelque temps, qui a fait son doctorat en Kabylie et qui a fait son doctorat sur les chansons, la poésie d'Idir, on se dit que c'est vraiment quelque chose d'international et d'universel. Et c'est ce qu'il a réussi. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de mesurer. Moi, je le mesure tous les jours. Et quand je vois l'émotion qu'il y a eu ici en France, je cite toujours la même chose. Le jour de son décès, j'écoutais France Info vers 11h du matin. On était en pleine période de Covid. Et sur France Info, à 11h, le premier titre, c'était le décès de Hamid. Et je dis que voilà, ça, c'est bien le signe, le symbole de l'importance qu'il avait, qui peut-être même le dépasse lui-même, le dépassait lui-même. Et je pense que vraiment, c'est aujourd'hui que d'une certaine façon commence la carrière d'Idir. Il y a eu Hamid qui a fait des choses formidablement belles, très très belles. Certains regrettent qu'il n'en ait pas fait plus, mais il a travaillé à son rythme. Mais je pense que la carrière de celui qu'on appelle Idir, celui qui a survécu, eh bien, je pense que cette carrière-là, elle commence aujourd'hui. Il avait entendu parler du projet de Plume. Oui, je lui avais fait un petit SMS au mois de novembre. Novembre-décembre, en lui disant il faut que je te fasse partager le projet et je vais trahir le secret de la communication. Il m'avait répondu, je l'ai gardé, Rachid, en ce moment, je ne suis pas dans les projets. On pensera à lui, Rachid, dans l'émotion de... Voilà. Oui, mais je pense à lui, je suis à chaque fois un peu la gorge nouée, mais vraiment le travail que je fais, je pense que c'est le travail qu'on doit tous faire ensemble, c'est de se dire... il est là, il est là. C'est comme ce que tu sais de Titis, notre grand-mère. Elle est partie il y a maintenant... Un 12 juin. Un 12 juin. Exactement. Et c'est 2 juin 2005, si mes souvenirs sont bons. Ça fait donc exactement 15 ans aujourd'hui. Eh ben, elle est toujours là, Titis. Elle est toujours au-dessus, là. Donc voilà, il faut vivre avec ça. Ça fera partie de l'ADN de Plume. Ce sera peut-être ma dernière question, de vraiment entretenir, jeter des passerelles, ou en tout cas de devoir de mémoire aussi pour savoir d'où on vient, pour savoir où on va. C'est très important le devoir de mémoire, effectivement, et ça on le fera chaque fois qu'on devra le faire. Là on l'a fait pour Hamid.
on va le faire pour Guy également. Mais ce qu'on fait également, c'est un devoir d'aujourd'hui. C'est-à-dire dans la vidéo que vous allez voir, il y a de la transmission. Hein. Quand le jeune l'Algérino me dit au téléphone, il me dit je suis tellement heureux d'avoir fait ça parce que moi, on me classe parmi les rappeurs, etc. Et puis moi, je suis tellement fier parce que pour moi, Hamid, c'était une icône, c'était un exemple, etc. Il y a donc la transmission, et c'est ça aussi le devoir de mémoire, c'est que les plus jeunes prennent le relais de ce devoir de mémoire. Mais ce qu'on veut surtout, c'est pas être une plateforme sur laquelle on ne parle que de choses tristes, c'est une plateforme sur laquelle on parle de choses qui existent, qui continuent d'exister, des choses positives. Donc chaque fois qu'il faudra, on travaillera sur la mémoire, parce que c'est vrai que c'est le fond de décor, mais si on veut avancer, il ne faut pas qu'on regarde que dans le rétroviseur. Il faut regarder vers l'avant et notamment mettre en valeur tout ce qui se fait aujourd'hui. Et je pense que c'est comme ça qu'on va être positif et qu'on va éviter de tomber dans les polémiques stériles. Merci Rachid Arab. Je vous en prie, Samia. Votre nom me dit quelque chose. Je vais aller voir sur Internet parce que je crois qu'on s'est déjà croisés. Non, mais merci beaucoup. Merci, belle et longue vie à Plume. Ouais. Et donc, rendez-vous sur le net, les réseaux sociaux, vendredi 12 juin 2020 pour un... Et puis surtout, vraiment, faites-nous l'amitié, tous autant que vous êtes, quand vous le verrez. Et c'est pas pour mon plaisir personnel, mais de le relayer un maximum, parce que l'écho qu'on va donner à tout ça va faire en sorte que on va commencer à mesurer véritablement, et moi je l'ai déjà mesuré sur les réseaux sociaux quand j'avais fait un tweet le jour de son décès et que je me suis rendu compte que ce tweet a été vu par 310 000 personnes. Je me suis dit que vraiment il y avait, c'est pas une question de chiffres, mais qu'il y avait nécessité de partager ça. Et dans les moments d'aujourd'hui, surtout au 40e jour, tu le sais, il y a du partage, il y a de la mémoire, mais il faut aussi qu'on soit dans quelque chose qui soit construit et qui se dise Hamid, il n'a pas fait tout ça pour ça. Il a fait tout ça pour que ça continue. Et c'est pour ça que je dis que la carrière d'Idir ne fait que commencer. On va embrasser ses enfants. Tanina, on embrasse Tanina et Yanis, que j'ai tenu au courant, Tanina, de toute l'évolution du projet et qui a eu aussi, et c'est normal, le privilège de voir la vidéo avant le public et qui m'a dit qu'elle y avait retrouvé toutes les qualités de son père, la bienveillance, le respect et quelque chose de mélodieux. Merci beaucoup Rachid. J'allais dire, je m'autorise un dernier jeu de mots. Allez, c'est pour finir sur une note un peu humoristique, parce qu'il n'y a pas que toi qui as le droit aux blagues. Faites fonctionner le téléphone arabe pour faire parler de Plume, voilà. Et la cabine téléphonique aussi. Et la cabine téléphonique aussi. Merci beaucoup Rachid. Je t'embrasse. Ne coupez pas, ne coupez pas. Attends, si moi je vais... Attends, je vais arrêter.